Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau petit direct, un direct expérimental, comme tous les autres en fait, hein, tout ce qu'on fait depuis un certain temps sur Twitch, mais aussi sur l'Open Newsroom, aussi sur Mammouth. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va évidemment vous laisser le temps de rappliquer. Petit briefing sur c'est quoi ce live aujourd'hui avec des étudiants de l'IEX avec lesquels j'ai travaillé toute la semaine. On travaillera aussi la semaine prochaine, il y aura un deuxième live vendredi prochain. C'est une façon de travailler qu'on expérimente depuis une petite dizaine d'années maintenant à l'IEX, qui est une école de journalisme, de communication, de marketing, de publicité, ici basée à Bruxelles en Belgique. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi de l'étranger, de France. Salut Jean-Mi, salut Peter. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à partager ce stream aussi. Je sais que les étudiants qui sont là n'attendent que ça, puisque aujourd'hui, c'est un aboutissement. Et en même temps, c'est le début d'une autre phase dans leur projet. Ce sont des projets d'enquête journalistique qu'ils mènent déjà depuis 4 mois ici au sein de l'école, accompagnés par toutes les équipes pédagogiques de l'IEX. Des journalistes, des gens aussi qui travaillent sur le son, sur la vidéo, sur le podcast, sur les MOOC. Bref, on va vous raconter un petit peu ce dont il s'agit. Il y a 6 projets qui se lancent ce matin en crowdfunding. Le crowdfunding, on se sert de cet instrument-là pour faire du journalisme entrepreneurial, pour aller confronter les étudiants à la réalité du marché, tout en leur offrant une sécurité qui est celle d'un accompagnement de pédagogues voilà, autour de ces matières-là. On n'a pas l'habitude de parler pognon quand on est journaliste. C'est un peu pour ça aussi qu'on va en parler avec eux. On a le premier groupe qui est avec nous. Bonjour à vous. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça Vous va, avez ça va. l'habitude, hein, Ouais. en tant que futur journaliste, de se retrouver devant des caméras. Vous êtes le premier groupe. Le premier groupe, c'est jamais facile de ceux qui se lancer en première. On va parler d'un projet qui s'appelle Arrêt de jeu. Je vais d'ailleurs vous le montrer à l'écran tout de suite. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce projet? Alors en fait, Arrêt de jeu, c'est un focus vraiment sur l'après-carrière des footballeurs belges en Belgique. Mhm. Il faut savoir qu'un quart des footballeurs ont des problèmes financiers pendant leur carrière, et évidemment ça se répercute sur leur après-carrière. Donc en fait, nous on a décidé de se pencher justement sur cette zone d'ombre dans l'après-carrière, et en fait... dans cet après-carrière, ils rencontrent des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, Mhm. des problèmes économiques, parce qu'en fait, ils sont dans leur bulle pendant toute leur carrière, et à la fin, c'est quand même très compliqué parce qu'ils retombent en fait dans la vraie vie, et c'est compliqué, quoi. Mhm. Pourquoi vous avez décidé de vous attaquer à ce sujet-là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en 2021, 2022, vous êtes décidé à vous attaquer à ce sujet-là? On est tous des passionnés de football et aujourd'hui, on a tendance à avoir toutes ces compétitions, à avoir vraiment le divertissement et c'est génial, on est tous d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on a difficile à voir le côté humain de ces footballeurs. On se dit, ah, ils gagnent tous beaucoup d'argent, ils sont placés sur un piédestal, limite, on veut tous être footballeurs. Mais non, c'est pas vrai. Il y a, comme il vient de le dire, un quart qui en souffre pendant leur carrière Mhm. et ça continue. Et il faut s'intéresser à eux humainement. Et on a été tous surpris de voir qu'autant de footballeurs avaient des problèmes psychologiques, financiers, etc. Et on a envie de leur donner, de les écouter en fait, tout simplement. Mhm. Et c'est pour ça qu'on se lance dans ce projet. Mhm. Vous avez déjà fait une bonne partie du boulot en amont. Vous avez déjà pas mal travaillé là-dessus. Vous avez beaucoup de chiffres. Vous avez déjà fait pas mal de rencontres. Mais il reste encore beaucoup de boulot à faire. Vous avez un an pour travailler sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette année et quelle forme va prendre ce travail? Parce que c'est un travail de fin d'études. C'est un gros morceau dans votre cursus. Mais c'est aussi l'occasion de montrer de quel genre de journalisme vous vous chauffez. Comment ça va se passer d'ici janvier l'an prochain? Alors nous concrètement, ce qu'on va faire, c'est réaliser un format podcast en plusieurs épisodes, où on va donc confronter le témoignage de ces ex-footballeurs professionnels qui ont eu une après-carrière difficile, à différents experts en fait, du monde du football, Mhm. et des psychologues. Et ce qu'on peut promettre par rapport à ça, c'est qu'on va vraiment apporter un éclaircissement en fait, à cette zone d'ombre méconnue en fait, qui est dans la vie d'un footballeur, qui est son après-carrière, quoi. Mhm. Mhm. Podcast, ça veut dire essentiellement de l'audio. Ça, c'est, j'avais envie de dire, la brique finale, la finalité de votre sujet qui va être traité en janvier l'an prochain. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Alors on va donc rencontrer différents intervenants, Mhm. on va les contacter, les interviewer, Faire le job. exactement. Mhm. Et puis tout simplement, voilà, on va faire, comme c'est un podcast, un gros travail sur l'audio, histoire de rendre un joli objet. Le Et choix ça de nous... l'audio, c'est pas innocent. Non, non, bien sûr. En fait, pour les témoignages, on s'est dit que c'était la meilleure manière en fait de
de rendre compte en fait de ces histoires, voilà, de plonger dans l'intimité de ces différents footballeurs. Et ouais, ça nous semblait la manière la plus logique qui soit. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Comment on vous contacte? Comment on vient interagir avec vous aussi? C'est une partie importante de ce qu'on a essayé de travailler ensemble cette semaine-ci, de planifier, de faire de la stratégie, de faire du marketing éditorial autour de votre projet. Pour nous aider, on peut évidemment investir dans notre crowdfunding. Ça nous permettra principalement de nous déplacer à travers la Belgique pour rencontrer tous les acteurs. Et puis aussi, ça nous permettra d'acheter du matériel son et d'être indépendant à ce niveau-là. Alors, on est déjà présent sur différents réseaux sociaux. Donc, on a un compte Instagram, un compte Facebook et un compte Twitter également. Et on partagera au fur et à mesure de l'année et de nos rencontres des portraits des personnes que nous allons rencontrer. Et tout ce mois-ci, vous aurez également une série de contenus sur les chiffres, des infographies, des le saviez-vous, pour vous en apprendre plus sur notre sujet. Super. Combien est-ce que vous demandez? Combien est-ce que vous demandez d'argent? Le premier palier qu'on s'est fixé et qu'on espère atteindre, c'est un palier de 1 000 euros. C'est vraiment principalement pour l'essence, comme ça coûte de plus en plus cher. Ouais. Et pour le matériel, et aussi une partie pour la création, parce qu'on aimerait bien avoir un son propre à nous pour le produit final. C'est important effectivement quand on fait du podcast de bien travailler sur la bande sonore. Le next step, c'est quoi dans les jours qui viennent ici? C'est quoi la promesse que vous faites aux gens qui vont venir vous rejoindre sur vos réseaux sociaux, qui vont vous donner un peu d'argent aussi pour vous aider? Comme Colin vient de le dire, des publications, voilà, des nouvelles un peu sur notre parcours, etc. Leur montrer que leurs dons nous servent vraiment et que c'est grâce à eux qu'on pourra aussi atteindre nos objectifs et créer vraiment un objet final le meilleur qui soit en tout cas. Puis j'imagine aussi que s'il y a des footballeurs qui sont dans les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, ou des gens qui connaissent des gens des footballeurs, il ne faut pas hésiter à vous envoyer des liens, des infos, des numéros de téléphone, des contacts, ce genre de choses. Ah oui, bien sûr, on est à la recherche de toute aide. Voilà, on dresse une liste personnellement, mais c'est vrai que c'est sûr que voilà, les contacts sont toujours bons à prendre. Merci à vous quatre. C'est cool. Merci. Bonne chance pour la suite. Un grand merci. Et courage. On va accueillir tout de suite le deuxième groupe qui va venir nous rejoindre. Je vous laisse pendant ce temps-là découvrir, et on va vous mettre le lien dans le chat d'ailleurs. Vous pouvez y aller. On va vous mettre le lien dans le chat pour aller regarder la plateforme de crowdfunding de l'IEX. C'est une plateforme qu'on utilise déjà depuis 7 ans maintenant, qui a été mise en place avec l'IEX, avec toute l'équipe pédagogique ici pour aider des projets à se mettre en place. Vous allez sur funds.iex.be et vous pouvez retrouver tous les projets. Vous voyez qu'on a déjà récolté quasiment 350 000 € au cours des 6-7 dernières années. C'est des projets importants, voilà, sur lesquels les étudiants travaillent pour pouvoir avancer sur le projet. Venez vous asseoir, ne vous inquiétez pas. Venez. Hello. Et une story où nous on parle. Ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Encore debout après cette semaine? Encore debout. Encore debout. C'était une semaine intense. Ah bah c'est un peu le but, hein. C'est ça la mise en projet. Puis dans la vraie vie de journaliste, il y a des deadlines comme ça, c'est des moments importants. Je vais aller faire un petit tour dans les chats pour voir si... voilà les meilleurs, nous dit Padawasha. Paola. Padawasha, ouais, c'est écrit un peu petit sur mon écran là. Bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour depuis LinkedIn aussi. Bonjour Amel. N'hésitez pas à poser des questions aux étudiants qui sont là. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce sont des étudiants en journalisme de l'IEX qui travaillent sur des projets entrepreneuriaux. Ils ont des enquêtes sur lesquelles ils travaillent déjà depuis quelques mois et ils ont encore une année devant eux pour aller sur le terrain, pour travailler, pour faire des vidéos, pour faire des podcasts, pour faire des MOOC. Et on a un deuxième groupe avec nous qui va venir nous parler de son projet. C'est quoi votre projet, les filles? Alors, notre projet s'appelle Turbulence. Et ça parle de la pédopsychiatrie et plus précisément de la dépression en pédopsychiatrie. D'accord, c'est pas un sujet très funky, très rock'n'roll et pourtant c'est un sujet important. C'est un sujet très important et je pense que ma collègue Rosalie qui a eu l'idée du sujet en parlera encore mieux que moi. C'est vrai qu'avec le Covid, en fait, ce sujet est revenu très fort sur le devant de la scène. On s'est rendu compte que les demandes en services pédopsychiatriques ont explosé. Elles ont même triplé, en fait. Et il y a un vrai problème. On a pu rencontrer
des personnes qui travaillaient dans les services pédopsychiatriques qui nous ont dit c'est une catastrophe. Ils doivent raccrocher au nez des parents qui ont des enfants qui sont complètement en dépression, qui ont même des idées suicidaires et ils ne peuvent pas leur apporter de solution. Et donc on s'est dit mais en fait c'est vraiment un problème qui mérite un reportage, qui mérite d'être entendu. Et justement, on n'a pas vraiment envie d'en faire un sujet hyper plombant parce qu'on pense qu'en fait, la pédopsychiatrie, c'est le chemin vers la guérison. Et donc, en fait, c'est quelque chose de positif. Et voilà, c'est vrai que c'est un milieu qui est hyper stigmatisé. Et en fait, le but aussi, c'est un peu de montrer l'intérieur des endroits qui sont quand même pas visibles en général, quoi. Cette réalité-là, vous l'avez déjà observée, vous avez déjà été un peu sur le terrain, ça fait déjà 3-4 mois que vous travaillez là-dessus. Mais il reste encore un gros boulot à faire. Quelle forme est-ce que ça va prendre, ce boulot-là? Comment vous allez travailler sur quel support, sur quels médias? Comment est-ce que vous allez travailler? Alors notre but, c'est vraiment de faire de la vidéo. Donc on aimerait bien faire un documentaire qui prendrait la forme de 26 minutes et partir à la rencontre. On avait dans l'idée de 3 personnes, 3 témoins clés. Alors on aimerait bien 3 stades de la pédopsychiatrie différents, donc vraiment des très jeunes, des enfants, puis des adolescents et des jeunes adultes, parce que les jeunes adultes sont très fortement concernés aussi par cette problématique. Et du coup, on aimerait bien vraiment créer ce parcours avec eux, les rencontrer et ne pas juste faire une simple interview qui durerait 1 heure, mais plutôt rester avec eux longtemps, discuter, créer un vrai rapport avec eux, un lien, pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent partager au public leurs souffrances, leurs difficultés, mais aussi les choses positives qu'ils retrouvent dans la pédopsychiatrie, parce que peut-être que ce parcours est très adapté pour eux. Et on aimerait bien aussi du coup se rendre compte des problèmes éventuels qu'il peut y avoir en pédopsychiatrie. Parce que comme l'a dit Rosalie tout à l'heure, c'est un service qui est maintenant saturé avec le Covid. Donc on aimerait bien voir aussi si la réponse qui est apportée aux jeunes en difficulté est toujours suffisante. Et si ce n'est pas le cas, que peuvent-ils faire dans ce cas-là, quoi? Avec des pistes de solutions aussi que Exactement, vous allez apporter dans tout ça. Il va se passer plein de choses d'ici janvier l'an prochain. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut interagir avec vous? Comment est-ce qu'on peut discuter avec vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors c'est vrai que donc du coup on va essayer de rendre ce projet pour du coup l'année prochaine, donc dans 1 an, enfin un peu moins d'1 an. C'est vrai que ça paraît très très court et ça paraît très très long en même temps, étant donné qu'on doit déjà trouver des personnes qui sont dans ce cas particulier. Donc on a fait des appels à témoins sur les réseaux sociaux, donc pour nous aider déjà on peut repartager tous ces petits posts. On peut également nous suivre sur les réseaux, donc c'est Turbulence_. On a aussi une page Facebook et un TikTok pour les plus jeunes parce qu'on voulait aussi toucher les jeunes parce qu'on pense que c'est important. Et voilà, c'est vraiment leur avis et leurs paroles qu'on recherche. Donc voilà. Cool. Et évidemment, vous demandez un petit coup de main financier pour vous aider à réduire un peu les coûts de production. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est un exercice qu'on fait là, c'est un exercice qu'on fait avec les étudiants depuis déjà quelques années pour justement aller se confronter à cette réalité du marché. Oui, ça a un coût de faire du journalisme de qualité et donc le fait d'aller se connecter à une audience et dire si vous voulez nous donner un coup de main, vous pouvez. Comment on peut faire pour vous donner un coup de main? Je suis en train de montrer un peu votre page de crowdfunding, donc avec les différents paliers, les différents rewards. Comment ça va se passer? Vous demandez combien d'argent d'ailleurs? Alors le budget total est de 4 500 €, mais le premier palier est de 1 100 € et si on arrive déjà à ce palier-là, on pourra avoir du bon matériel et payer nos déplacements, mais on sera en Belgique, donc ça va. Mais bon, comme l'a dit Colline, l'essence pour l'instant, c'est pas trop ça. Ouais. Bien évidemment, si on atteint le second palier, on pourra ajouter du graphisme, etc. Parce qu'on est bien conscient que la vidéo, avoir des mineurs en vidéo, c'est pas toujours facile. Et donc, au cas où on ne trouverait pas les 3 témoins qui acceptent de témoigner face caméra, on s'orienterait peut-être vers du graphisme. Et à ce moment-là, c'est un plus gros budget. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a visé un peu plus haut. Mais on y croit, on compte sur vous. Et même si vous ne savez pas nous aider en contribuant au crowdfunding, vous pouvez nous donner des contacts. Enfin, toute aide est bonne à prendre. Donc, voilà. Donc, on vous retrouve sur Instagram, @turbulence avec un underscore en dessous, sur TikTok turbulence avec un S et Facebook aussi turbulence underscore bien docu, underscore docu et sur TikTok aussi. Et sur TikTok aussi. Super. Un dernier mot? Oui, juste dire s'il y a des entreprises qui nous regardent, sachez que tout don de 200 € ou plus peut être passé en note de frais
Et il nous ferait très très plaisir. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On aimerait mettre en lumière ce secteur-là. On aimerait qu'on arrête de penser que c'est quelque chose de noir, obscur et qu'il n'y a que les fous qui vont dans ce type d'endroit. Donc si vous y croyez avec nous, n'hésitez pas à partager et à nous aider. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, bonne chance pour la suite. Merci. N'hésitez pas, donc Turbulence sur les réseaux sociaux, à aller découvrir la team aussi, découvrir leurs projets, découvrir, comme je le disais, c'est une initiative que les étudiants de l'IEX mettent en place pour pouvoir financer leurs projets. On va accueillir le groupe suivant. Venez, installez-vous. Et bonjour tout le monde dans le... Merci SafeBlock, bonjour à toi, quel beau projet nous dit SafeBlock, c'est vachement cool. Le Bitcoin a chuté, j'ai plus de thunes, sorry. Ah oui, c'est vrai que là ça fait mal, ça fait mal ces derniers temps. Venez vous asseoir les filles. C'est bon, vous êtes bien alors, assises. hop. Ah bah voilà. Venez. On va... Voilà, là je vous mets l'image. Merci beaucoup Nico qui nous accompagne et qui est avec nous. Aussi c'est tout le staff de l'équipe de médias de l'IEX qui nous donne un coup de main ce matin pour réaliser ce direct. Donc merci à eux aussi. C'est cool de pouvoir faire ça dans ces conditions-là. Vous voyez, là, il y a toute la rédac qui est là, tous les étudiants qui sont derrière. On est au sein de Mammouth. Mammouth, c'est le média école de l'IEX, où toutes les équipes pédagogiques de l'IEX travaillent aussi pour aider les étudiants à produire ces contenus, à les mettre en scène, les mettre en musique, faire aussi en sorte de les diffuser sur les réseaux sociaux. On a un troisième groupe qui nous a rejoint. Hop. Bonjour. Ça va ? Comment vous allez ? Ça va bien. Troisième projet important, aussi sur un média en particulier, on va en parler tout de suite. Dites-nous en plus sur ce projet privé d'accueil. Donc nous, on s'intéresse à l'accueil des demandeurs d'asile, d'où le nom privé d'accueil, et plus spécifiquement au fait que l'État confie cet accueil à des partenaires privés depuis quelques années. Donc ça fait 7 ans que l'État fait appel à 5 entreprises privées en fait pour gérer les centres d'accueil en Belgique. Et ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait l'accueil est une compétence publique et donc le fait que l'État confie ça à des partenaires marchands pose beaucoup de questions et nous, ça nous a interpellés, donc c'est pour ça qu'on a décidé de parler de ce sujet. Okay. Vous avez déjà pas mal enquêté, vous avez déjà fait pas mal de boulot en amont pour vous rendre compte de qui sont ces entreprises privées, comment ça fonctionne, mais il reste encore pas mal de boulot. Quelle forme est-ce que ça va prendre ce boulot-là ? C'est quoi la finalité du projet ? Et quel format est-ce que ça va prendre ? Alors nous, on va faire un reportage vidéo de 26 minutes qu'on publiera en janvier 2023. On va aller à la rencontre des personnages politiques et de toutes les personnes qui sont vraiment responsables de cette privatisation. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans ces centres d'accueil qui sont privatisés, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et on va vraiment essayer de montrer la réalité de ce qui se passe tous les jours en fait. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet-là maintenant ? Parce que c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais avec l'actualité, quand on a dû choisir un sujet de mémoire, on savait qu'on allait partir sur la migration, on ne savait pas encore quelle problématique exactement. En général, le thème de la migration, ça nous touche personnellement. Et puis c'est en potassant un petit peu qu'on a découvert des articles sur ces problématiques de la privatisation de l'accueil. Et en continuant à potasser, on a réalisé qu'il y avait certains flous. Par exemple, au niveau légal, il n'y a pas de cadre légal concret pour la privatisation. Et puis... je ne vais pas vous spoiler tout le sujet, mais vous découvrirez ça dans notre reportage. Surtout qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à aller faire sur le terrain. Le plus gros du travail reste encore à faire, mais on est motivés. On va continuer comme ça. Qu'est-ce qui reste à faire justement et comment vous suivre, comment vous accompagner dans ce projet-là, comment se tenir au courant de tout ce que vous allez faire? Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux, donc privé d'accueil sur Instagram et sur Facebook. Le Twitter est en cours de préparation. Et voilà, vous pouvez nous aider aussi pour le crowdfunding. Et ça, je vous laisse. On va mettre tous les liens évidemment dans le chat pour pouvoir vous le montrer. Justement, ce crowdfunding, comment ça va se passer? Vous demandez combien? Alors, on a un mois pour récolter 3 500 €. Donc, chèque de compte. On compte sur le maximum de personnes pour nous aider. Quoi dire de plus? Ça va servir à quoi, ça? Alors, justement, on va pouvoir fournir notre matériel. On va s'acheter les caméras, des micros. Et aussi, ça va nous aider pour aller d'un endroit A à un point B pour tous les transports.
pour les traducteurs, parce que du coup, on n'aura pas les mêmes, parfois des soucis de langage, de langue, car on n'a pas les mêmes... oui, on ne parle pas tous, par exemple, il y a la difficulté de la langue, forcément, évidemment. Donc voilà. Ok. Les réseaux sociaux, ça va être un endroit aussi où vous risquez d'avoir des gens qui vont pas être tout à fait d'accord avec vous. Ce community management-là, comment vous l'imaginez, ça fait partie intégrante de votre boulot aujourd'hui d'aller vous confronter tout simplement à l'audience. Comment vous envisagez ça? Justement, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est pas toujours aller dans la même direction, dans le même point de vue. Ce qui nous intéresse, c'est de confronter cette problématique avec des acteurs qui sont pas toujours d'accord entre eux. Donc les partenaires privés, on imagine bien que quand on ira les interviewer, ce ne sera pas toujours facile. Mais on est journaliste, on est là pour justement écouter tous les points de vue, les rassembler et nous en tirer les conclusions qu'on en tirera. Super. Voilà. Mais c'est sûr qu'au niveau des réseaux sociaux, du coup, il faudra modérer aussi tout ça. C'est un sujet assez concernant la migration. Ça fait beaucoup débat. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout en ce moment, parce que même avec l'actualité du moment, on imagine que les flux migratoires seront d'autant plus intenses. Et ils le sont d'ailleurs depuis plusieurs mois. Et donc ça concerne de plus en plus de personnes. Et on est persuadé que ce sujet, en tout cas, sera concernant, que ce soit positivement ou négativement. Mais il sera donc sur vos réseaux sociaux, c'est ça aussi que vous allez faire, c'est que vous allez faire une veille autour de ces enjeux-là pour sélectionner de l'information, relayer de l'information et comme tu l'as dit, il y a un enjeu important là, qui est ce qui est en train de se passer en Russie et en Ukraine. Oui, donc on a déjà commencé là depuis plusieurs mois. On fait une veille instantanée et permanente sur ce sujet, mais justement, le fait que cette problématique ne soit pas spécialement toujours abordée dans les médias nous pousse aussi à aller à la rencontre des personnes qui pourront nous en dire plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets journalistiques sur ce sujet. Je vais répéter 2 fois sujet, mais c'est pas grave. Et du coup, la veille sera d'autant plus importante, étant donné qu'on a besoin d'informations, on a besoin d'en savoir plus à ce niveau-là. Super. Y a Sévloc qui nous dit: je connais quelqu'un qui travaille chez Fait d'Asile. Elle sera sûrement d'accord. Tous les contacts sont les bienvenus, évidemment. En plus des dons, on prend aussi les contacts. Merci beaucoup, Sévloc. On va vous remettre les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller mettre le lien dans le chat pour retrouver notamment votre campagne, mais aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Bon courage pour la suite. On va accueillir le groupe suivant qui va pouvoir venir nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints déjà dans le direct. Merci Sévloc pour l'info. N'hésite pas à entrer en contact avec le groupe ici. C'est Turbulence avec un S. Tu vas pouvoir les retrouver. Le groupe suivant, vous venez nous rejoindre. Pour tous ceux qui nous rejoignent maintenant, je reviens sur le principe de ce live. C'est un moment de préparation et de présentation de projets que des étudiants en journalisme de l'IEX, là où on se trouve aujourd'hui dans la rédaction de Mammouth. Mammouth, c'est le média école de l'IEX, et à travers lequel les étudiants portent des projets, ce qu'ils appellent des mémoires médiatiques, c'est-à-dire c'est leur travail de fin d'études, donc c'est un gros morceau, c'est important pour eux. C'est sur quel réseau social Turbulence? Oui, c'est partout, c'est Twitch, non pas Twitch, Instagram, Facebook, mais le lien arrive, on va et TikTok. Mais, allez mettre le lien dans le chat, comme ça Sévloc pourra la voir et vous rejoindre. On a un nouveau groupe qui nous a rejoint. Alors normalement, si je me souviens bien, on a aussi Delphine qui est à distance, qui va nous rejoindre aussi. Hop, qui fait partie du groupe, mais qui, c'est compliqué. Quand on se chope le Covid, alors qu'on est retourné en présentiel, malheureusement, on est obligé de rester chez soi. Donc coucou Delphine, t'es avec nous, on tenait à t'avoir avec nous, et le groupe tenait à t'avoir avec eux aujourd'hui pour présenter un nouveau projet. De quoi s'agit-il? Eh bien alors, c'est un projet qui porte sur le CSC, qui est la capture et le stockage du CO2, qui est une technique un peu barbare comme ça, mais qui concrètement consiste à aller dans le ciel, prendre le CO2, le mettre sous terre, on peut le mettre dans des boissons, on peut le mettre dans du plastique, dans plein d'autres choses. Et donc c'est des usines comme ça qui sont en Scandinavie, en Suisse, etc., qui font leur fonds de commerce sur ce genre de choses. Et nous, notre travail, c'est d'aller voir si c'est quelque chose qui est viable pour le futur, parce que ça paraît être une solution miracle. On se dit, super, ça va dépolluer l'atmosphère. Et donc voilà, voir si c'est viable, s'il n'y a pas un petit peu des petites choses cachées, du lobbying derrière tout ça. Bon, spoiler, évidemment qu'il y en a, vous le verrez. Et donc notre projet, c'est donc ça, d'aller en Norvège pour un petit peu voir si ça
ça a de l'avenir. La Norvège, c'est le pays qui expérimente cette technologie-là. C'est un truc qu'on voit ailleurs ou il y a que là ou comment, parce que vous avez déjà travaillé évidemment sur le sujet, donc il reste beaucoup de travail à faire. Alors en fait, la Norvège, c'est un peu le pays pionnier de cette technique. Je pense que c'est il y a 40 ans où il y a eu les premières techniques qui ont été développées en Norvège. Et ça s'est un peu développé. Et récemment, qui a fait dans l'actualité, c'est l'usine Orca, qui est une usine en Islande. C'est un peu ça qui nous a donné d'ailleurs l'idée. C'est ça qui vous a fait le déclencheur. Exactement, qui est aujourd'hui la plus grande usine en Europe de CSC. Donc l'usine qui est la plus capable d'aller chercher du CO2. Sauf que cette usine-là, qu'on estime être la plus grande, à l'heure actuelle, sur une année, n'est capable de traiter que 0,0000001% du CO2 émis en Europe. Donc voilà, c'est un petit peu... Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir si c'est quelque chose de viable ou Damien. pas. Vous allez aller sur le terrain. Et, quelle forme est-ce que ça va prendre, ce qui est plus qu'un travail, puisque on le répète, c'est un travail de fin d'études, mais c'est aussi une première incursion sur le marché du travail, on va dire ça comme ça. Comment vous allez travailler là-dessus ? Du coup, notre but, c'est de faire une vidéo de 26 minutes, donc d'essayer de vulgariser ça en 26 minutes. Et on aimerait bien essayer de faire un plateau. Si jamais on a assez de financement pour ça, ce serait notre petit but pour mieux expliquer la matière, faire un plateau. De faire de la pédagogie, de réussir à sortir un peu aussi de ce 26 minutes. Et pour ceux qui sont avec nous, 26 minutes, c'est le format de la télévision. C'est 26 ou 52 minutes. C'est vraiment le format le plus traditionnel pour essayer de grimper en télévision. Mais il y a tellement d'autres choses aujourd'hui qui sont possibles que vous allez expérimenter ça aussi. Cette idée de plateau, c'est quoi ? C'est de faire comme une émission ? D'accueillir des gens en plateau pour avoir des experts, ce genre de choses ? C'est ça, le but, ce serait de prendre un peu l'idée, comme avec ce qu'on a grandi quand on était petit, qui explique très bien C'est pas sorcier. Donc sans faire la même chose, ce serait s'en inspirer un petit peu et ce serait donc faire une moitié vulgarisée à la C'est pas sorcier et en même temps faire un travail d'enquête derrière pour, en 26 minutes, expliquer vraiment tout ce que ça représente, le CSC. Faire de la vidéo, faire un plateau, ça coûte de l'argent. La Norvège, on n'y va pas à la rame ni à la nage. Comment vous allez faire ? Pour ça, on lance évidemment, comme tout le monde aujourd'hui, un crowdfunding. Et donc, du coup, la meilleure chose à faire pour nous aider, c'est tout simplement de participer à ce crowdfunding. Comme on dit, la Norvège, ça coûte déjà cher d'y aller. Ça coûte encore plus cher d'y vivre. La pinte de bière, c'est 8,90 €. Donc, c'est une bonne référence, savoir le coût de la vie. C'est un très bon étalon pour comprendre le prix de la vie en Norvège, qui est à peu près 15% plus élevé qu'ici. Et évidemment, il y a tous les frais annexes. Il n'y a pas que la Norvège. On compte aussi se rendre un peu plus proche d'ici, à Anvers, puisque le port d'Anvers a décidé de se lancer dans le CSC. Ils veulent diminuer leurs émissions de moitié avec ça. Et justement, ce gaz va être capté en Belgique et amené en Norvège, entre autres. Et évidemment, la confection, l'installation d'un plateau, c'est une dépense en plus. Donc voilà. Participe à ce crowdfunding, mais un autre moyen de nous aider aussi, c'est d'aller sur nos réseaux sociaux, de les partager. On aura du contenu, on va un peu, pas vous faire un making-of en direct, mais il y aura un peu l'envers du décor, les coulisses de ce projet sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Et on va vous mettre évidemment tous les liens dans le chat pour aller retrouver toutes ces infos-là. C'est vrai que c'est un sujet, l'écologie, c'est quelque chose qui vous touche. Vous faites partie de cette génération qui s'est levée sur ces matières-là. C'était important pour vous de travailler là-dessus maintenant ? Eh bien oui, on est tous sensibilisés à la cause, comme pas mal de jeunes, je pense, aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'était aussi rendre un sujet qui peut être lourd et le rendre accessible à tous. Donc ça, c'est une vraie volonté qu'on a depuis le début et qui nous tient particulièrement à cœur. Parce qu'on sait tous que les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi hautes, que les glaciers fondent, que les forêts brûlent. Mais concrètement, envisager une solution qui peut être plutôt optimiste, ça pourrait permettre aux jeunes d'envisager un futur un peu plus serein. Mais maintenant, à voir si la technique est vraiment viable, comme Colin l'a dit un peu plus tôt, vu les investisseurs qui sont pour le moins éco-responsable. On a des remarques sur ta moustache et je mets un pouce aussi comme ça. Très bien. Il manque les liens sur LinkedIn. Juste, Peter, on va aller les mettre tout de suite si on peut demander aux étudiants pendant qu'on... on va vous remercier déjà, et puis inviter le groupe suivant à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à les mettre les liens aussi sur LinkedIn. C'est vrai qu'on a oublié de les mettre. On shoot
très large aujourd'hui sur ce live, donc on essaie d'en mettre le plus loin possible pour que, voilà, donner un maximum de chance au projet des étudiants. Merci à tout le groupe. Merci à toi Delphine à distance et bon courage pour la suite. Bonne continuation. Allez, venez. Groupe suivant. Là, on va plonger dans. Alors, je vais pas dire dans l'actu directement, mais il y a une part d'actu. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Venez vous installer. Venez. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi. Hello Chaos, sois le bienvenu. On va. Faut être riche pour se boire une bière là-bas en Norvège, oui, effectivement. Salut Jean-Mi. Excellent. Merci Chaos qui nous dit c'est beau la jeunesse et leur projet. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi Delphine. Ciao. On va continuer avec le projet suivant. Comme je disais, on va plonger un peu dans l'actu. Quoique, c'est pas tout à fait l'actu. Enfin, un peu quand même. On s'en rapproche quand même. Vachement. Enfin, plus proche que ça, c'est quand même compliqué. De quoi s'agit-il ? Voilà, notre sujet, en fait, vous avez justement raison de dire qu'il se rapproche plus ou moins à l'actu parce que nous, en fait, on aimerait bien partir en Lettonie, dans une région qui s'appelle le Latgale. Et en fait, cette région, de prime abord, elle possède plusieurs caractéristiques avec finalement un pays maintenant qui est touché par un conflit depuis plusieurs semaines et depuis hier qui se concrétise l'Ukraine. La Lettonie, en fait, c'est également un pays qui a des frontières limitrophes avec la Russie, la Biélorussie. Et puis la région dans laquelle on veut aller, elle s'appelle la région du Latgale, qui se trouve vraiment dans le sud-est de la Lettonie. Et cette région, en fait, dans cette région, il vit une importante minorité russophone. Et donc, il y a des similitudes avec l'Ukraine. Mais là où on trouve intéressant aussi de se questionner, c'est que la Lettonie, contrairement à l'Ukraine, fait maintenant partie de l'Union européenne, elle fait également partie de l'OTAN. Et donc, nous, on a envie d'aller là-bas parce que c'est aussi peut-être une manière de pouvoir se poser la question sur ce projet de construction européenne. Finalement, est-ce que cet héritage soviétique qui est toujours présent là-bas peut mener à une situation de conflit comme aujourd'hui on peut le voir et une pensée à toutes les personnes qui vivent à Kiev et dans tout le territoire ukrainien par rapport à ce qui se passe maintenant dans leur pays. Mais est-ce qu'on peut s'interroger, est-ce que dans un pays de l'Union européenne qui fait partie de l'OTAN, on pourrait voir émerger un conflit similaire donc voilà, c'est peut-être le côté un peu plus géopolitique, mais notre ambition est aussi d'ancrer notre démarche journalistique de manière humaine. Et là, je vais passer la parole à Ali qui va vous parler finalement des gens qui habitent là-bas aussi, parce que c'est l'ambition de leur donner la parole et pas d'être dans une démarche complètement fermée et un peu bureautique et géopolitique du documentaire. Même si évidemment ça va être difficile de l'éviter, ce côté géopolitique, mais c'est vrai que vous travaillez sur ce sujet déjà depuis 3 mois, donc là pour le coup l'actu rattrape votre projet. Et l'une des questions en fait qu'on nous aimerions aborder, c'est le statut de nos citoyens. En fait, il y a des gens qui n'ont pas la nationalité en Lettonie, qui sont d'origine russophone. En fait, ces populations, ils ne bénéficient pas de leurs droits principaux. Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas exercer certaines fonctions publiques. Et certes, d'après notre recherche, il y a certains articles qui vont plus loin en disant que nos citoyens, ils ne bénéficient pas de l'allocation familiale, indemnité de chômage, et dans certaines mesures, ils ne peuvent pas être propriétaires sur ce terrain. Donc ce sont des gens qui sont apatrides. Apatrides, exactement. Ils n'ont pas de nationalité, ils sont, c'est ça. Exactement. Mais la question qui se pose, étant donné que la Lettonie fait partie de l'Union européenne depuis 2004, on se pose une question simple: comment ça se fait que ces populations qui vivent sur le territoire européen ne bénéficient pas de leurs droits principaux? On estime que la Lettonie a signé la Convention européenne des droits de l'homme, dans laquelle elle a garanti le respect des droits principaux. On cite la discrimination, le droit de non-discrimination, mais aussi le droit d'exprimer l'opinion. Donc, quand on sait que ces populations ne peuvent pas voter, est-ce que c'est une forme de discrimination? Parce que quand on sait que des personnes qui ne peuvent pas voter, donc ils n'existent pas sur le territoire et donc ils ne sont pas présentés d'une manière ou d'autre. D'accord. On sent que vous avez déjà pas mal bossé sur le sujet, hein. C'est un sujet qui est complexe et vous allez encore beaucoup travailler dessus. Quelle forme est-ce que ça va prendre, ce projet, sur la suite, entre aujourd'hui et janvier l'an prochain, puisque c'est ça l'objectif, c'est de réussir à délivrer un produit fini journalistique pour janvier l'an prochain. Les journalistes de demain, plein de cœur sur vos projets, on les retrouve top. Merci beaucoup Yves, c'est vraiment top. Merci à toi. N'hésite pas à les suivre, hein. Regarde dans le chat, il y a tous les liens pour aller retrouver les autres projets. Je disais donc à quoi ça va ressembler ce travail?
Alors, nous, on a envie de faire un documentaire, donc un format vidéo plutôt. On a un peu jeté l'idée du 26 minutes parce que en fait, la thématique est tellement complexe. Il y a plein de choses à aborder autant au niveau géopolitique qu'au niveau de leur vie quotidienne. Donc, parce qu'en fait, toutes ces choses-là se répercutent au niveau de la scolarité, au niveau oui, du travail, comme Ali l'a dit. Et donc, en fait, on aimerait faire plusieurs épisodes. Parce qu'en fait, chaque problématique en apporte une autre et suivre plusieurs personnes dans leur quotidien et vraiment structurer ça en épisodes. Et voilà. Et sur nos réseaux sociaux, je pense qu'on aimerait bien aussi plonger en fait, les gens dans la culture lettonne parce que en fait, même nous, en commençant ce sujet, on n'était pas trop au courant de ce qui s'y fait et tout, alors que c'est quand même aussi un pays européen. Donc, et c'est ça qui a fait que vous y êtes intéressé aussi, c'est cette dichotomie-là qu'il peut y avoir en se disant c'est l'Europe et pourtant on ne se connaît pas et il y a des gens qui n'ont pas de nationalité là-bas. Ok. Évidemment, la Lettonie, c'est pas juste à côté. Il va y avoir des coûts pour tout ça. Comment vous comptez faire crowdfunding, évidemment, mais à quoi ça va servir? Je sais pas si l'un d'entre vous veut parler. Voilà, on va pas cacher le mystère plus longtemps. Ceux qui nous suivent peut-être déjà depuis 10 heures le savent, on est dans une démarche ici de crowdfunding. Voilà, on essaie de faire appel aussi à votre générosité et à vos dons si les projets pour lesquels on va maintenant y mettre toute notre énergie pendant plusieurs mois vous plaît. Et donc nous ici on a nos réseaux sociaux, on a appelé ça zone tampon. Par rapport justement à ce territoire du lac Galais et notamment les villes on n'a pas parlé des villes dans lesquelles on aimerait aller, mais elles s'appellent Daugavpils et Rezekne. Et donc on s'interroge sur ce côté zone tampon. Est-ce qu'on est dans une zone tampon dans un territoire européen russophone à moins de 300 km de Minsk et moins de 600 km de Moscou? Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on va essayer de vous... En fait, notre ambition, c'est aussi de vous plonger en immersion dans cette région-là. Et de donner la parole à cette communauté européenne, mais également avec une culture et un héritage soviétique présent et qu'il convient, je pense, d'intégrer dans ce projet de construction européen. Et il va se passer, il va encore se passer plein de choses évidemment pendant les mois qui viennent ici. Vous demandez 4 000 €, je suis sur votre projet là. C'est un sacré montant. C'est surtout que vu qu'on va voyager, on va passer quand même quelques semaines là-bas, on a besoin d'argent parce que y a les billets d'avion à payer, il y a tout ce qui est le logement à payer, mais surtout je pense que ce qui va être plus compliqué, ça va être le matériel, surtout qu'on fait un projet vidéo. Et voilà, on a besoin d'argent surtout pour le matériel parce qu'on n'a pas forcément tous déjà le matériel qu'il faut chez nous et voilà, c'est surtout le matériel. Et puis il y a le problème de la langue, j'imagine qu'il va y avoir besoin d'un traducteur, etc. Ouais, un traducteur qui doit être avec nous tout le temps parce que personne, à part Inès qui parle un peu russe, personne ne parle russe. Ça c'est pas mal quand même, c'est un sacré avantage déjà. Ouais. Et peut-être que à la limite, avec l'anglais, on pourrait se débrouiller, mais on n'est pas sûr non plus que là-bas, tout le monde sait parler anglais. Donc, voilà. Oui, on veut vraiment être avec eux et vraiment apprendre à les connaître. C'est vraiment un côté humain qu'on recherche. Du coup, si on ne sait pas discuter, si on ne sait pas avoir de conversation, ça risque d'être un petit peu compliqué. De prendre le temps. C'est quelque chose qui est rare et qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Fabien nous dit super projet. Merci beaucoup Fabien. Pardon. Salut Price. Bonjour à toi. Bonjour Océane. Beau projet. Merci. On va évidemment vous remettre tous les liens pour aller vous suivre avec ce beau projet de zone tampon. N'hésitez pas à aller remettre les liens dans le chat, que ce soit sur Twitch, sur Facebook ou sur LinkedIn. On vous tiendra évidemment au courant avec toute cette actu qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. Zone tampon, j'imagine. Oui, zone tampon. Voilà. Un truc de ce genre-là avec peut-être des underscores ou des trucs à gauche. Vous avez réussi à avoir zone tampon directement? Oui, zone tampon sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc, classe. Tout va bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gens. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre. Un dernier mot. Et merci beaucoup à Damien de nous ouvrir à sa communauté pour pouvoir faire partager notre projet. Et on ne vous rencontre pas physiquement, mais virtuellement, on espère que
voilà, on pourra continuer à échanger avec vous et vous tenir au courant de notre actualité. Merci beaucoup. À fond, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va accueillir le dernier groupe qui va venir nous rejoindre. Merci à vous, bonne continuation. Bonne chance. On va accueillir le 6e groupe. Venez vous asseoir. Et donc pour tous ceux qui ne... Alors le lien du crowdfunding pour la Lettonie, voilà, merci Marie d'avoir mis le lien. Un dernier groupe qui vient nous rejoindre ici chez Mammouth, donc le média école de l'IEX, où on a toute la rédac qui est là, qui travaille, avec toutes les équipes pédagogiques aussi de l'IEX qui se mettent en cadre pour accompagner tous ces beaux projets des étudiants, des projets de mémoire médiatique, donc c'est des projets de fin d'études, c'est un gros morceau dans leur cursus et voilà, moi j'ai la chance de pouvoir les accompagner dans ce processus-là, dans une forme un peu entrepreneuriale. Et c'est pour ça qu'on fait ce live aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé toute la semaine ensemble autour de leur projet pour essayer de construire une stratégie éditoriale pour réussir non seulement à tenir tendu le fil de la conversation avec les audiences, avec les différents types d'audiences, puisqu'aujourd'hui il y a tellement d'audiences potentielles à aller toucher, mais de manière peut-être un peu plus segmentée qu'avant. Et puis aussi de réfléchir un petit peu business, impact, modèle économique, voilà, ça fait partie des outils dont on essaye d'armer les étudiants et les futurs journalistes. Bonjour à vous 4. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, ça va super. Dernier projet, de quoi s'agit-il? Notre projet il s'appelle Omerta. Donc, comme son nom l'indique, c'est un petit jeu de mots entre homme, donc masculinité, et omerta, qui veut dire tabou, qui veut dire silence autour d'un sujet bien particulier. Et le sujet bien particulier auquel on s'attaque, c'est le tabou de l'homosexualité dans le sport et dans le foot en particulier. Notre terrain d'action, c'est le foot belge plus particulièrement. Et donc voilà, c'est un sujet qui nous est venu à partir de constats qu'on a fait, un constat qui était simple mais qui était percutant, c'est le fait que sur environ 900 joueurs masculins professionnels en Belgique, on n'ait aucun coming out qui soit public. Et en fait, statistiquement parlant, ça nous posait question. Et puis on s'est rendu compte récemment avec les actualités autour de sujets, par exemple Josh Cavallo, qui est un joueur australien, qui est le premier joueur en fait de Division 1 qui fait son coming out pendant sa carrière publiquement. On s'est rendu compte qu'avec l'émulation médiatique autour de tout ça, qu'il y avait quelque chose à aller chercher, il y avait vraiment des questions à poser autour de ce sujet-là. Et ces questions-là, on compte les poser et voilà. Donc vous avez déjà pas mal travaillé sur le sujet, vous avez déjà rencontré des sportifs, des anciens sportifs. C'est vrai que sur 900, la statistique, elle est quasiment improbable qu'elle soit 0. Donc c'est qu'il y a bien des raisons derrière que ça existe. Je vois un hashtag souvenir dans le chat. J'imagine que c'est un ancien étudiant qui est passé par l'IEX à un moment donné et qui a fait le même genre d'exercice. Quelle forme est-ce que ça va prendre ce travail, puisque entre aujourd'hui et janvier l'an prochain, il va se passer beaucoup de choses. Quelle forme ça va prendre? Donc nous, dans l'idéal, on aimerait réaliser un reportage de 26 minutes dans lequel, dans un premier temps, on va aller rencontrer justement les personnes concernées, donc les footballeurs professionnels, non professionnels, tous les niveaux en fait de footballeurs, les supporters aussi, mais aussi les fédérations de football en Belgique, en fait toutes ces personnes qui sont touchées de près ou de loin par le monde footballistique. Et on a envie de dépasser en fait le constat de l'homophobie dans le football et pour aller comprendre en fait d'où vient cette omerta. Par là on va aller on va aller rencontrer les fédérations belges justement pour voir ce qui est déjà mis en place, ce qui fonctionne, l'impact que ça a et en fait pour vraiment comprendre et déconstruire l'omerta qu'il y a autour du football belge et de l'homosexualité dans le football belge. Oui, et qui dit omerta, c'est que forcément ça va pas être tous les jours facile. Ouais, ça va être ça vous l'avez déjà, vous y avez déjà été confronté. Voilà, tout à fait. Ok. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors il y a plusieurs façons de nous aider. D'abord, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez repartager notre projet, en parler autour de vous. Ça sera déjà une bonne partie du travail parce qu'au-delà du documentaire de 26 minutes, c'est surtout une problématique qu'on veut éclairer et qu'on veut un peu chambouler, faire bouger. Et puis après, les idées c'est bien, mais les moyens c'est mieux. En tout cas, quand on veut avoir un travail de qualité, du coup, il y a le crowdfunding qui est là, vous pouvez faire un don. Ça nous aidera pour tout ce qui est matériel, déplacement, accès aux événements et ça nous aidera d'ici un an à vous proposer un contenu de qualité.
Ok. Je suis en train de montrer votre crowdfunding. Vous êtes toute une équipe là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes particulièrement intéressé à ce sujet? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, c'est un sujet qui vous semble, en tant que futur journaliste, il fallait en parler? Les discriminations, elles sont présentes partout. On le sait, c'est quelque chose qui est établi. On s'est rendu compte que les langues se délient quand même dans de nombreux domaines maintenant, qu'il y a de plus en plus d'ouverture sur le fait qu'il faut arrêter de discriminer de manière générale. Mais le sport, c'est quand même un domaine très particulier. Et le foot, c'est vraiment le sport par excellence, en tout cas en Europe et en Belgique également. Et en fait, ce chiffre, il nous a tellement surpris quand on l'a découvert, le fait qu'il n'y ait aucun joueur ouvertement homosexuel. On entend bien joueur homme parce qu'évidemment, nous, on se concentre sur les hommes qui jouent et non pas les femmes parce que la problématique, comme on peut s'en douter, est totalement différente. Et ça nous a quand même fort marqué, quoi. Et donc, on veut vraiment s'intéresser à ça parce que, c'est quand même, ça paraît, en 2022, ça paraît quand même assez impensable on va pas vous spoiler, mais qu'on se rend compte déjà en contactant des gens que y a des choses qui sont dites qui ne vont pas du tout dans le même sens que le progrès qu'on voit aujourd'hui dans ce domaine, en fait. Et puis parfois il y a les discours de façade et puis la réalité dirait dans les clubs, mais aussi dans les clubs de supporters, mais aussi, c'est tout l'environnement du football que vous allez interroger, que vous allez interpeller par rapport à cet état de fait-là. C'est ça qui vous intéresse. Alors, le foot est ultra machiste, pas étonnant qu'ils aient peur de la réaction. Bah oui, c'est évidemment. Ah, on est prêt, on sait les réactions qu'on... On sait à quoi on s'attaque, on en a conscience. Ouais, parce que là, en ligne, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour pouvoir interagir avec les gens, mais vous allez aussi être confronté à des gens qui ne sont pas d'accord ou qui ont des avis contraires. Vous avez mis un peu la carapace là-dessus? Je pense qu'on est prêt, oui, on s'y attend. Les portes sont très fermées déjà dans le foot, les accès vont être compliqués, etc. Donc avec un sujet comme ça, c'est sûr qu'on s'attend à des remarques, à des réflexions, mais on est prêt et on a envie. En fait, c'est ce qui nous pousse. D'autant plus, on se dit si il y a des personnes qui vont être en désaccord avec nous, c'est qu'il y a d'autant plus quelque chose à aller creuser et vraiment un sujet à remuer à traiter. Super. Un dernier mot? Vous pouvez nous suivre du coup sur les réseaux sociaux et participer à notre crowdfunding. On est tous là pour ça, il n'y a pas de secret. La page. Évidemment, tous les liens seront... On va remettre tous les liens. Vous allez remettre les liens dans le Omerta, dans le chat. 1H, 2M. Voilà. Hop, ce sera facile à trouver. Vous mettez un petit underscore à la fin sur Instagram et tout sera là. Super, merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci. Que ça se passe bien. Voilà, on arrive tout doucement au terme de ce live. Voilà toute la rédac qui est là. Merci à vous, les étudiants, d'avoir participé à cette semaine. Évidemment, on va vous laisser tous les liens pour aller. N'hésitez pas à aller les remettre dans le chat, que ce soit sur Twitch ou bien sur Mammouth. Le média école donc de l'IEX dont je vous parlais. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à les accompagner cette semaine-ci. On sera encore là la semaine prochaine, vendredi prochain, avec je pense qu'il y a 6 ou 7 autres groupes encore la semaine prochaine, avec des nouveaux projets, des nouvelles campagnes aussi pour pouvoir aller les découvrir. Et puis voilà, merci à vous tous, bonne fin de journée. On va se poser un peu la question de savoir où on va aller raider. Si vous avez des idées, on va chez qui pour aller... Est-ce que vous connaissez des chaînes Twitch qui sont en live pour l'instant, les étudiants chez qui on pourra aller raider? N'hésitez pas à mettre des suggestions dans le chat. Chez qui est-ce qu'on va? Évidemment, le live sera disponible en replay. Vous pourrez le retrouver par la suite. La vidéo en intégralité sera disponible sur YouTube dès la fin du live ici. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur Mammouth, le média école de l'IEX. Il y a plein de sujets qui sont traités d'ailleurs par les étudiants ici, alors plus au jour le jour, mais avec aussi la même rigueur journalistique, les mêmes critères aussi pour essayer d'être les plus pertinents possibles. Vous avez des idées pour aller faire un raid? Qui est-ce qui serait en live pour l'instant? Je suis en train d'accéder à ma chaîne derrière mon gestionnaire de stream. Est-ce qu'il y a des gens qui sont live pour l'instant ou pas? Ah il y a Matt qui est en live. On va chez Matt. Hop.
Salut tout le monde, le raid va se lancer dans 10 secondes et donc on va pouvoir rejoindre Matt qui fait sa revue de presse quotidienne, revue de presse journalistique. Restez avec nous, on se rejoint chez Matt, dites bonjour, dites coucou et puis on y va.